Elle avait recommandé à M. Fred d'éviter la place Saint-Michel, car c'était l'heure des trottins, qui couraient pour livrer chapeaux et toilettes, des souillons et des femmes en cheveux, dont les bras robustes s'encombraient de victuailles et de baquets, des marchandes des 4 saisons qui hurlaient en poussant leurs charrettes à leur retour des halles. Le froissement des jupes, des bousculades, les rixes et les colibés offraient un spectacle confus de la domesticité féminine pour laquelle la duchesse éprouvait toutefois une rare commisération. Si elle ne faisait jamais état de ce sentiment, c'était par crainte d'être une fois de plus taxée d'extravagance, ce que sa conscience de classe ne supportait guère. Car elle n'était habitée par aucune bizarrerie féministe, ce qui dans certains milieux eût été jugé de très bonne aloi, mais par une nouvelle forme de dévotion qui se nourrissait des essais du comte Tolstoï, dont un certain monsieur de Vogüé avait introduit l'œuvre en France. Cela lui valait de considérer le peuple, et surtout ses semblables du beau sexe, d'un regard différent, comme si elle venait de découvrir une nouvelle forme d'humanité, touchante et sensée, ce qui l'avait amené à faire de sa soubrette le double innocent de son confesseur. Pendant que celle-ci s'occupait de sa toilette, replaçant une épingle dans le chignon, raccommodant un ourlet au bas de la robe, la Lamerceur laissait se répandre par le biais de sa voix extatique quelque chose d'irrationnel, venu du plus profond de son être, comme une résurgence de faits intimes et oubliés. Car, plus qu'une fêlure, la douleur qui lézardait son âme n'avait jamais trouvé autrement à se dire, pas plus en société ou en famille d'ailleurs, que lors d'un tête-à-tête où elle se contentait d'écouter les confidences de l'une ou l'autre de ses amies. Sa vie d'épouse et ses obligations de mère ayant cessé presque en même temps, elle s'était brusquement retrouvée dans une dimension insoupçonnée d'elle-même, où elle avait glissé presque à son insu. La mise en parole de sa vie intérieure auprès de sa femme de chambre agissait sur la duchesse comme un cordial. Ses monologues agrémentés de larmes provoquaient la dilatation euphorisante d'un organe vital qu'elle savait fragile car il ne vaut que par les humeurs qui se propulsent au travers de ses membranes, les remplissant et les faisant battre telles d'étroites alcôves au passage de l'air. Quant à la Normande grasse et sans complexe qui la servait, dont les poignées d'amour dégringolaient en se pressant joyeusement sur ses hanches, elle ne semblait guère touchée de ce privilège, qu'elle prenait au contraire pour un droit aux familiarités, dont elle éclaboussait ses épanchements comme des boutons d'or dans la roseraie d'un parc royal. La duchesse se pencha brusquement par la fenêtre. Son regard venait d'être happé par quelque chose d'inhabituel sur le trottoir, mais, à travers le rideau de pluie, elle ne remarqua que le déploiement d'activité des bouquinistes, le va-et-vient des camelots et des passants vaquant à leurs tâches. Le fiacre continuait de descendre les quais. En contrebas, une brume s'élevait des flots limoneux qui se déchiraient au passage d'un marinier. « Bizarre, se dit la dame à voix haute. Vu de dos, c'était le paletot usé, dans une sorte de drogué un peu léger pour la saison, d'un malheureux, clochard, claque-dents, mais ce qui l'avait saisi, c'était l'allure du personnage. Un pas ferme, dont les mouvements mécaniques des jambes infirmaient la détermination, de même que l'étrange inclinaison du buste vers l'avant, un tronc raide et mal articulé, comme si les deux parties du corps fonctionnaient de manière disjointe. « Allons, monsieur Fred !» et là à 3 reprises la duchesse en s'impatientant. « Rangez la voiture sur le bord du trottoir !»« Monsieur Marvillez ?» Ce cri se perdit dans les vapeurs montant de la Seine. Sa vue commençait sans nul doute à faiblir, à moins qu'elle ne se fût levée trop tôt. « C'est l'habitude du corps, répondait-elle simplement à celui qui l'interrogeait sur l'exactitude horlogère qui gouvernait son éveil tous les matins à 6 heures. Depuis l'âge le plus tendre que sa mémoire put embrasser, elle naissait au monde avec le jour, car la rue, en cet instant de basculement, le silence et l'ombre commençaient à s'effriter, se laissant infiltrer par les tambourinements de la pluie, les jeux timides de la lumière. Puis, c'était les coups d'un balai dans le caniveau, le bruit d'un pas affairé, le coassement d'une charrette à bras épousant la rondeur du pavé, prête à en trahir les anomalies en renversant sur la chaussée son charroi de matériaux. Tout au bien-être de l'éveil, la Lamerceur oubliait et le passé et l'avenir pour n'être plus que dans la réalité de la sensation, seule capable, avec la prière,
de donner du poids à l'existence. Elle naissait comme le monde à son premier jour, réconfortée de sa puissance à éprouver cela, qui serait d'ailleurs aussi vite perdu que renouvelé le lendemain, à la même heure, lorsque les cloches de Saint-Germain frapperaient l'aube de leurs 6 coups. « Me voilà comme un chat !» se faisait-elle, tout à la vibration du monde. Parfois, la femme de chambre se laissait doucement porter par l'incantation des propos de sa maîtresse, dont la parole irisée comme une feuille d'arbre après la pluie se déployait en chatoyantes intonations. « S'éveiller ? Que se passe-t-il tout à coup ?» murmurait la dame. « Rien que le vertige des douces ténèbres qui m'enveloppaient ? Le redressement enfin de cette masse qui persistait à rester endormie ? Sortir de l'oubli, de son désert, susurrait-elle encore pendant que le peigne glissait dans ses cheveux grisonnants. Redevenir soi, par un réajustement prodigieux avec le monde naturel. La brève jouissance d'être qu'il occupait à philosopher à voix haute devant la Normande qui la coiffait se répéterait à chaque levée, et cela la réjouissait. Est-ce une chute abyssale dans le présent, poursuivait-elle, ou la restauration d'un équilibre perdu ? Elle s'étourdissait de ressentir, dans son corps vieillissant, un être charnel ressuscité par l'œuvre de l'esprit. L'importance accordée par la duchesse à ces phénomènes ne devait pas être uniquement imputée à l'oisiveté de son âge ou de son milieu, mais plutôt à une forme particulière de sa sensibilité, aiguisée par la conviction de la précarité de toute chose. Jeune, elle avait rêvé d'un repli, d'une existence livrée à la méditation, mais les arrangements familiaux en avaient décidé autrement. Elle le regrettait toujours, car rien n'avait pu faire que s'éteigne ce penchant. C'est ainsi que parfois, elle voyait surgir de manière panoramique plusieurs segments de sa vie passée, dans un enchevêtrement qui embrouillait la chronologie et produisait sur elle un enivrement comme si elle se préparait à mourir dans l'instant. C'étaient alors des fantasmagories projetant sous ses paupières leur lumière colorée, comme les effets sur un mur d'une lanterne magique. Elle restait plongée, tel un enfant, dans ses éblouissements, d'un mécanisme si terrifiant que lorsqu'elle revenait à elle, elle se disait qu'à ses voyages dans l'inconnu, elle préférait les sensations de son être physique qui, sans menacer sa santé mentale, lui procurait la fragile satisfaction d'exister. De toute façon, il s'agissait dans les 2 cas d'un renoncement volontaire au cours du temps, seul capable de l'aider à supporter l'intuition que le monde dansait au bord de l'abîme. « Mais tirez plus fort !» faisait la dame en se mirant dans la glace, sortant sa camériste d'une brève léthargie. « J'ai bien l'impression d'être en train de perdre ma taille. »« Ah ça, madame, s'empressait l'autre, quand il y a eu les grossesses et toutes les choses de la vie, il faut bien que le corps il se laisse aller. À l'âge de madame, le bedon, il reprend ses droits. » Félicienne s'affairait en resserrant l'instrument de torture avec une velléité que pouvait expliquer l'acceptation pour son propre compte des masses de graisse sautillant sur un bassin qui n'avait pas encore enfanté. « Il faut que je l'écrive dans mon journal. Il se dégage à penser une énergie plus puissante que celle produite par les muscles d'un organisme jeune. Je n'ai pas pu l'inventer. Mon esprit est une rivière, rien ne peut l'arrêter, vous comprenez, c'est effrayant, c'est merveilleux. » De manière intuitive, la duchesse se disait que, premièrement, la vie véritable s'inscrivait dans un autre pan du temps, fait de la matière de l'éternité. Ensuite, que l'immédiat et le contemporain, l'histoire en somme, étaient les alibis du divertissement, d'un écartèlement, et que, hormis la sensation pure et animale, le présent n'était qu'une besace de malheur. Après le décès de son mari, la duchesse de la Merceur avait songé à se couper du monde, revenant par le fait à ses anciennes dispositions. Le microcosme parisien la désespérait toujours plus. Elle y avait joué son rôle autrefois, avec plus ou moins d'habileté, mais l'âge venant, il ne présentait plus à ses yeux aucun attrait. Cette considération la poussait à délaisser les habitudes qui avaient jusque-là gouverné son quotidien. Elle ne quittait plus son lit, elle sombrait, résignée. Il n'y a pas d'autre solution, avaient statué ceux qui se pressaient à son chevet. Si la valériane et le bromure étaient sans effet sur cette nouvelle forme que prenait la maladie de l'âme, il ne resterait plus, dans l'ordre voulu, que 3 choses. Un amant, le couvent ou le village. « Non, mais vous n'y pensez pas !» s'était exclamée la Merceur, rejetant tout en bloc, scandalisée surtout par le premier des remèdes. « Jouer les écervelés, à mon âge !» Car si les 2 autres propositions lui semblaient dignes de son parcours, elle y avait déjà goûté,
et savait que rien n'était à même de soulager cet alanguissement de l'humeur qu'on appelait neurasthénie. La vie monastique devait demeurer à l'état de ce qu'elle avait toujours été, une tentation, car, à vouloir réaliser les rêves salutaires de l'adolescence, on prenait le risque de les souiller. Pour ce qui était de la vie de Châtelaine, elle en connaissait les vicissitudes. Quand elle avait essayé de se retirer au domaine familial du Bois-Brevant, des années auparavant, dans le gras pays de Caux de son enfance, elle s'était retrouvée face aux contraintes de la vie provinciale, avec ses sociétés savantes toujours à la recherche d'un bienfaiteur, ses rimailleurs et ses écrivaillons en quête de mécènes, ses chartistes érudits, ses généalogistes obsédés par les histoires seigneuriales du terroir. Le pays, chère madame, lui avait-on fait pour tenter de la convaincre, tient au cœur par les noms dont on a sondé l'origine. L'aristocratie, plus que toute autre classe, possède ce privilège qui lui permet de dominer le temps. Un ancrage. Comme les noms de pays, elle renferme, tel un bouton de fleurs, une vérité qui transcende le sens de l'histoire et notre temporalité. Elle avait aussi pratiqué l'exercice immémorial de sa caste, la charité, avait visité tous les malades du canton, les jeunes accouchés, avait distribué de la nourriture aux invalides et aux mendiants, s'était occupée des orphelinats, gratifiant de sa présence et de ses dons les congrégations qui se consacraient aux nécessiteux. Et surtout, tâche des plus pénibles, elle avait dû conduire nombre de conseillers en architecture qui lui faisaient valoir une urgente restauration du château, en adoptant de préférence la mode moyenâgeuse du moment, à une époque où le style troubadour produisait ses ravages d'anachronisme prétentieux. Finalement, après de longs mois de pronostics réservés sur ses capacités à refaire surface, les médecins et amis de la duchesse avaient vu celle-ci sortir progressivement de son lit, rejoindre l'angle rêveur de sa fenêtre et, peu à peu, reprendre goût à la vie par l'observation silencieuse de menus faits. À mesure que sa convalescence touchait à sa fin, une idée commençait à germer dans son esprit. Et pourquoi n'ouvrirait-elle pas son salon à un cercle réduit d'amateurs, de ceux qui partageaient son aversion pour le siècle ? Alors, pendant un temps, on avait vu défiler, les jeudis après-midi, dans le vieil hôtel particulier du boulevard Solferino, quelques dandys attirés par la vague du symbolisme et du roman russe, des adeptes de sociétés ésotériques cherchant dans les affleurements du surnaturel leur planche de salut. Elle avait encouragé quelques talents, avait reçu l'une ou l'autre lionne saphique, écouté le récit de sa vie affective dans un froufrou d'orchidées et de chinchillas. Elle s'était enquis des derniers courants philosophiques qui remettaient en cause les évidences matérialistes et prônaient l'exploration du monde sensible. « Je ne fais pas dans le genre historique », avait déclaré un certain Rochampierre au cours d'une de ses soirées portant sur l'art de la narration. « D'ailleurs, je ne vois nul intérêt à mettre au jour les ferments d'une société. Je laisse cela aux analystes, aux sociologues. En revanche, il me plaît de cerner mon personnage d'une substance nébuleuse qui jettera autour de lui les brusques éclairs de sa force centrifuge. »« Monsieur Marvillez ?» L'homme s'était retourné. Elle avait craint une méprise, car le visage émacié, la barbe mal taillée et ruisselante, l'air hagard, un peu fou, aurait pu faire penser à un vagabond prêt à bondir. Mais l'intuition ne mentait pas, car une lueur de reconnaissance était allumée dans les yeux du marcheur. « Mais ne restez pas là sous la pluie, montez !» Il parut hésiter un moment, comme s'il avait une tâche urgente et que cette invitation allait l'en détourner. « Navré, madame, fit-il en sortant de son hébétude et prenant place en face d'elle. « Je suis navré. » Sa parole était hachée, comme s'il avait bu. L'averse avait brusquement redoublé, secouant le fiacre et ses occupants, fouettant la surface boueuse du fleuve, obligeant les passants à s'évader en tous sens. « Vous avez de la chance, s'exclama-t-elle. Je vous ai vu au bon moment. » Elle pouvait maintenant discerner l'accoutrement du personnage qu'elle avait toujours vu en rapin, soigné aux côtés de son ami. Charmant caniche, s'était-elle dit alors. Un caniche dont la manière, toutefois, qu'elle découvrirait par la suite serait de nature à la scandaliser. Que cet énergumène eût pu faire son portrait? Mais quel démon pouvait y avoir songé? Alors pourquoi le hasard, tout à coup, plaçait-il sur sa route cet homme qui semblait, à en juger par son état, n'avoir plus d'autre occupation désormais que d'arpenter les rues nuit et jour? Le froid, des veilles répétées, une nourriture visiblement insuffisante avaient usé ses traits, mais il n'avait pas atteint ses membres, car si le haut de son corps amaigri semblait malade et tremblait un peu, de toute évidence il avait du mal à respirer, ses jambes courtes paraissaient témoigner d'une solidité à toute épreuve. Un roc.
songea-t-elle, battue par une nature totalement indifférente, mais qui en a vu bien d'autres. Dans le fond, il est comme cette folle de Cyril, intrépide, jamais atteint. Tout en l'examinant, elle se sentait prise d'un mélange d'admiration et de vague pitié. Cela faisait 2 mois environ que la marquise... Ainsi donc, comme elle l'avait prévu, Kervadec n'avait point... Ah non, le hasard n'existe pas, pauvre femme, qu'est-ce qu'il te prend? Et celui-là, si le hasard n'existe pas, est-ce que Dieu lui-même, aurait-il voulu que... Mais quel sens donner à ce sentiment dont le Très-Haut imprégnait tout à coup son cœur? La duchesse se sentit brusquement projetée hors d'elle. Elle observait ce qu'elle avait toujours considéré comme l'objet d'un caprice, d'une faiblesse, un de ces vils instruments que trouvait toujours pour renaître dans la chair l'instinct et des passions méprisables comme la vanité, le goût des gloires mondaines. Et voilà que cette chose-là, cet être donc, surgissait sous ses yeux dans un élan de générosité inattendue, suscitant l'acte désintéressé dont elle avait toujours cru la marquise incapable. Dieu aurait-il voulu désigner à ma bienveillance un ange déchu? Il s'obstinait à ne pas parler, habité pourtant d'une tension qu'il peinait à maîtriser, et cette toux qui le brûlait. Il s'était mis à frotter doucement ses mains desséchées comme pour mieux s'enfermer dans le silence. Quel orgueil, se dit la vieille femme. Il ne me parle pas d'elle. Il ne sait rien. Cela le démange, bien sûr. Comment serait-il autrement? Peut-être va-t-il me demander. Non, il ne pourra s'en empêcher. Il va crier au secours. Une brève rafale secoua le fiacre, précédant de peu l'interruption de la pluie. Au dehors, tout redevint brusquement clair. « Vous cherchez sans doute les moyens d'un retour au pays » finit-elle par articuler. « Et de quel pays parlez-vous » Il la regardait de nouveau avec ses yeux fiévreux, 2 trous noirs où la duchesse se demandait si la Chaufontaine avait vu ce qui aurait pu lui faire perdre la tête ou lui procurer le salut. « Sinon, fit-elle encore sans trop savoir comment elle se tirerait de cette situation, elle eut un instant d'hésitation, puis dans un mouvement contradictoire comme on se jette à l'eau. « Après tout, fit-elle, pourquoi ne pas reprendre contact avec Jocelyn de Kervadec? J'ai comme l'idée que, enfin, si lui ne peut rien, alors, c'est que Dieu, pour vous, aura conçu un autre dessein. »